Alors la chimie, déjà, lier chimie et puis œuvre d'art, c'est pas forcément quelque chose qui viendrait à l'esprit. Et cependant, il y a beaucoup de liens entre ces deux disciplines, en quelque sorte, entre la peinture, les arts picturaux et la chimie. Et peut-être qu'on peut déjà le voir d'un point de vue pour l'historien de l'art, par exemple. La chimie va pouvoir lui donner pas mal d'informations et de petits indices pour comprendre un tableau. Par exemple, on peut deviner qu'un peintre va utiliser différents matériaux, différentes matières, donc différents pigments, et puis ces pigments vont être peut-être différents au début de sa carrière ou à la fin de sa carrière. C'est le cas de Vincent van Gogh, par exemple, qui utilisait, pour faire du jaune au début de sa carrière, il utilisait du jaune de Naples, et puis il n'utilisait plus du tout ce pigment à la fin. Donc déjà, on va pouvoir avoir, d'un point de vue scientifique, des informations sur comment l'artiste faisait pour créer ses tableaux, donc sur les matériaux qu'il utilisait à l'époque, sur les techniques qu'il utilisait. Et donc tout ça, c'est des informations qu'on va pouvoir glaner grâce à la chimie. En outre, après, la chimie, elle permet aussi, donc si on arrive à comprendre de quoi est fait un tableau, grâce justement à toutes ces techniques-là, on va pouvoir comprendre aussi comment le restaurer, parce que forcément on a des altérations avec le temps, donc que ce soit sur le vernis, sur les pigments qui constituent le tableau. Et donc là, la chimie va être vraiment un outil pour tout ce qui est les restaurateurs de tableaux, puisqu'ils vont pouvoir justement remplacer ce qui a été dégradé par des matières qui sont très proches, voire identiques à celles qui étaient utilisées à l'époque par le peintre, et puis utiliser des nouveaux matériaux pour pouvoir finalement protéger encore plus longtemps la peinture. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que aussi la chimie, elle va être très utile au peintre lui-même, parce qu'elle va venir à donner des pigments ou des nouveaux matériaux, des nouvelles couleurs que le peintre va pouvoir utiliser. Et donc c'est en quoi la chimie, elle va vraiment pouvoir permettre à comprendre comment est fait une œuvre d'art, bien sûr, d'un point de vue matériel, et puis aussi comprendre aussi la vie un peu de l'artiste, parce que ça va être le reflet de l'artiste selon les techniques qu'il utilise et selon les matériaux. On va pouvoir glaner quelques petits indices sur la vie propre de l'artiste en soi. Par exemple, le lapis lazuli, qui était une pierre qui venait d'outre-mer, donc qui venait d'Afghanistan. Oui. Donc c'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup dans les enluminures au Moyen-Âge, c'était un peu précieux et tout, sauf que du coup ça coûtait extrêmement cher parce qu'il fallait faire venir d'Afghanistan, c'était réservé à une certaine élite. Et justement, là c'est l'exemple de la chimie de synthèse qui a permis de synthétiser le pigment d'intérêt d'une manière extrêmement facile et peu chère, et du coup de pouvoir après le répandre, et puis que les artistes l'utilisent à bon escient et autant qu'ils le voulaient. Donc c'est ça qui a donné par exemple à Klein l'idée de faire son bleu, parce que c'était le même pigment, mais en abondance plus démesurée qu'à l'époque, justement, on le faisait venir par-delà les mers. Eh bien, je dirais oui, dans le sens où, justement, j'aime bien définir les peintres comme des alchimistes de la couleur, en quelque sorte, puisqu'ils vont réaliser sur leur palette tout un tas de mélanges, donc ils vont appliquer une certaine recette, et c'est en quoi, finalement, ils pourraient s'apparenter à des chimistes. Après, autrefois, et même actuellement, il y avait des recettes connues pour élaborer des pigments. Donc, par exemple, au Moyen-Âge, pour faire les pigments blancs, on avait des recettes très élaborées de comment faire. Donc, on utilisait les matériaux qu'on avait sur place à l'époque. On les transformait, et donc il y avait des temps d'attente pour transformer ces matériaux. Et donc, c'était vraiment des procédés qui étaient déjà écrits à l'époque. Donc, c'était des choses un peu empiriques. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait exactement. Mais c'était quand même des procédés d'élaboration qui existaient, que les artistes peintres utilisaient. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est des alchimistes, parce qu'ils arrivaient à transformer de la matière et à faire leurs propres recettes, si on veut, de cuisine, mais sans se douter de toute la complexité et la réalité scientifique qui peut se passer derrière. Donc du coup, ouais, les peintres, c'est plutôt des chimistes en puissance, on va dire, ou des alchimistes en puissance là-dessus. Et puis l'inverse est vrai aussi, c'est que les chimistes ou les scientifiques en général sont aussi des artistes qui s'ignorent souvent. Voilà, quand vous avez des physiciens qui vont étudier par exemple les mouvements d'oscillation d'une corde qui vibre, ben, c'est complètement pareil à un guitariste, hein, je veux dire, c'est très lié au métier de musicien par exemple. Et ben, chimiste et finalement peintre, c'est tout aussi lié. En fait, on va vraiment utiliser toutes les technologies disponibles actuellement, donc que ce soit par exemple en chimie, oui, parce que ce qui concerne après les œuvres d'art, finalement, là on va utiliser toute la palette d'outils d'analyse chimique qu'on peut avoir. Donc là on parlait justement des rayons X.
mais on va utiliser tout plein d'outils qui vont nous permettre de caractériser donc les atomes constituant la matière au sein de l'échantillon analysé, donc par exemple la parcelle de tableau qui nous intéresse. On va pouvoir dire quels sont justement les constituants de cet échantillon-là. On va pouvoir voir comment, par exemple, il se dégrade avec le temps, comment on va pouvoir remédier à cette dégradation, et ça finalement c'est des techniques d'analyse très courantes en laboratoire de chimie qu'on applique justement au domaine de l'art. Donc il y a tout ce qui est bien sûr... Notamment pour la restauration d'œuvres. Ouais, c'est ça, pour la restauration d'œuvres, etc. Donc on a d'abord caractérisé finalement l'œuvre pour voir comment elle se dégrade. Donc ça, on utilise tous ces outils, et donc le musée du Louvre, ils ont justement l'accélérateur de particules Aglaé, qui lui permet, en étudiant l'interaction finalement d'un faisceau d'ions avec l'échantillon, qui va permettre de caractériser l'œuvre dans sa constitution, dans sa structure, etc., etc. Et après, on a l'autre domaine qui est celui de la restauration, où là, la chimie, on va plutôt fournir des composés qui vont permettre de restaurer, donc d'être à l'identique de ce qui était à l'époque du peintre, qui a disparu à cause des aléas du temps, et puis même de donner de la préservation. Donc ça va être des nouveaux vernis qui vont être résistants par exemple à des UV, ou des nouvelles matières qui vont permettre de conserver les œuvres beaucoup plus longtemps. Donc ma discipline étant la chimie, on va utiliser pas mal, pour faire de la modélisation par exemple de systèmes, on va utiliser tout ce qui est donc des gros calculateurs pour pouvoir simuler des molécules, pouvoir comprendre des réactions chimiques ou des phénomènes auxquels on s'adresse. Et puis après on va utiliser aussi toutes les dernières technologies en termes par exemple d'analyse chimique, pour caractériser les composés. Mais au-delà du dire qu'on utilise en fait les dernières technologies en vigueur, c'est surtout que les sciences sont plutôt un stimulant pour créer justement les technologies de demain. Par exemple, donc moi je suis plutôt chimiste expérimental dans les nanomatériaux, et donc les nanomatériaux que l'on synthétise, que l'on crée, finalement ce sont des nouveaux matériaux qui vont pouvoir peut-être être utilisés demain dans des applications optiques. Donc pour remplacer en fait les petits points de couleur qu'on a sur les écrans avec des nouveaux matériaux luminescents par exemple. Et puis on va peut-être même pouvoir aller faire des nouvelles technologies dans le domaine médical par exemple, en créant des sondes fluorescentes qui vont pouvoir cibler dans le corps là où on a eu un AVC, par exemple une tumeur cancéreuse. Et donc c'est pour ça que plutôt de dire qu'on utilise les nouvelles technologies, on va plutôt même aller jusqu'à les créer et pousser dans le retranchement tout ce qu'on sait déjà en termes technologiques, pour pouvoir répondre aux besoins de la société, entre autres, ou à des demandes explicites. Voilà. Donc on va toujours essayer d'aller plus loin pour comprendre les choses dans la nature et puis aider à des problèmes sociétaux, environnementaux, etc.